On a compris, c'est vers la fin qu'on va éliminer. L'élimination, c'est le centre d'enfouissement. L'élimination, c'est l'incinérateur. J'ai expliqué ici. L'élimination, c'est l'étape la dernière. Lorsque on a réfléchi, on a prié, on a travaillé, on ne sait plus quoi faire avec les déchets. Je pense qu'on se comprend. On ne peut pas éliminer lorsque les déchets ont un travail, ont la possibilité d'être valorisés. Non. Alors, il faut repenser, il faut réduire. Quand on repense, on éduque. C'est l'éducation méthodologique qui permet aux gens de repenser. Mais après, il faut réduire les déchets qu'on ne sait pas valoriser parce qu'on ne sait plus où les amener. Alors, réduisons à la source. Tous les déchets, les plastiques, réduisons les plastiques à la source. Les bouteilles, réduisons les bouteilles à la source. Réduisons. Moi, quand j'achète de l'eau, c'est rare que vous me voyez acheter des petites bouteilles. Non, je n'achète pas des petites bouteilles. J'achète une grande bouteille. Parce que j'ai 1,5 litre. J'ai mon sac, je bois, je mets. Si j'ai de l'espace, c'est toute la journée, j'ai ma bouteille. Mais quand je commence avec des petites, c'est 20 minutes, elle est finie. Après 20 minutes encore, vous produisez 4 bouteilles inutilement. C'est ça. Être des éco-citoyens, comme on dit. Voilà. Alors, il y a des termes, la dernière partie de ce chapitre, ce sont des termes que j'ai sélectionnés pour votre culture générale. Matière première, on a y a parlé, non? Ça, on avait dit dès le début. Il y a ce qu'on appelle la lutte mécanique. Lorsqu'on veut lutter contre un problème environnemental et principalement les envahisseurs, il y a ce qu'on appelle la lutte mécanique et la lutte chimique. Ça s'applique par exemple pour la lutte contre les moustiques, ça s'applique pour la lutte anti-érosive. La lutte mécanique fait intervenir des techniques mécaniques. Je vais expliquer. La lutte biologique fait intervenir les vivants. Ok? Et la lutte chimique fait intervenir les produits chimiques. Je n'ai pas par exemple pour les moustiques. On peut lutter en aspergeant l'insecticide, non? C'est une lutte qui est chimique. Parce que l'insecticide est un produit chimique. On peut lutter avec les moustiques en utilisant la moustiquaire. Pas nécessairement une moustiquaire imprégnée d'insecticide. Une moustiquaire simple. C'est une lutte mécanique. L'insecticide tue et empêche que les moustiques piquent. La moustiquaire aussi empêche que les moustiques piquent. On est d'accord? On peut utiliser la lutte biologique chez les moustiques. La lutte biologique, par exemple, chez les moustiques, ici, on a essayé à l'école de santé à l'Unikin. On prend les mâles des moustiques, les mâles. Ok? On va les castrer. On les rend stériles. Oui, les mâles des moustiques. On attrape les mâles des moustiques. Je sais que les gens vont dire, ah, moustique. Pardon? Les moustiques mâles et femelles sont identifiables. Même quand tu entres sur Internet, moustique mâle, on te donne sa forme. Tout animal est identifiable. Même les poissons, je vous avais dit, les poissons mâles et les poissons femelles sont identifiables. Même la femelle qui a des œufs est identifiable. Il faut être du domaine pour le savoir. Mais pour tout, tu entres sur YouTube, moustique mâle, on t'explique comment se présente les mâles de moustiques. Alors on va les castrer, on les rend stériles et on les lance. Ok. La conséquence c'est quoi? Ils vont entre guillemets féconder les femelles, mais en réalité les œufs ne seront pas fécondés. Et donc les femelles vont pondre des œufs qui ne seront pas fécondés et qui n'arriveront pas à éclore. C'est une lutte qui est mécanique. La lutte mécanique chez les moustiques, oui, c'est 12 heures. La lutte mécanique chez les moustiques, vous voyez les petits poissons noirs qui sont dans les eaux sales là. Ce ne sont pas des têtards, des grenouilles, non. Ce sont des petits poissons qui sont dans la plupart de nos eaux. Ça s'appelle les gambousias. Les gambousias mangent les larves de moustiques. Ils ne sont pas des poissons d'ici, ils sont des poissons d'ailleurs.
c'est parce que nous on souffrait de ça qu'on les a amenés et ils ont proliféré en désordre. Ils mangent les larves, c'est ainsi qu'ils sont dans des eaux stagnantes. Voilà. C'est une lutte qui est biologique. J'espère qu'on a compris. Le terme éco-responsabilité. On a commencé en retard. Hein? J'espère qu'il n'y a pas un rendez-vous de 12h30. À quelle heure? Là, vous pouvez nous laisser. Hein? Vous allez récupérer. L'éco-responsabilité. Tout ce qui est éco vient du terme écologique. Dans le domaine de l'environnement, ce n'est pas économique. Écologique. L'éco-responsabilité, c'est un comportement responsable envers l'environnement. Ok, par exemple, la taxe pollueur-payeur dont j'ai parlé, c'est une taxe qui incite à de l'éco-responsabilité. Chacun de nous doit savoir qu'il est responsable de l'état de l'environnement. On a compris l'éco-responsabilité? C'est-à-dire qu'on est responsable de l'état de notre environnement. Ok, on peut aller. Vous avez déjà entendu parler des écotaxes. Les écotaxes, ce sont toutes les taxes liées à l'environnement. Toutes les taxes liées à l'environnement constituent les écotaxes. Ça, ce sont les écotaxes. Donc, en réalité, ces gens ici, dès qu'on siffle, ils partent. Parce qu'ils n'ont pas fait le bruit. Moi, j'avais peur qu'ils fassent des bruits. Alors, dès qu'ils descendent, allez. Toutes les taxes liées à l'environnement sont appelées éco-taxes. J'ai parlé ici d'une taxe, la taxe pollueur-payeur. C'est une taxe, une éco-taxe. La taxe d'assainissement, c'est une éco-taxe. La taxe de ce qu'on appelle des établissements classés, c'est une éco-taxe, ainsi de suite. Éco-taxe. Environnement, ça vient du terme écologique. Quand on dit éco-taxe, c'est une taxe liée à l'écologie, c'est une taxe sur l'environnement, pour protéger l'environnement. Quand on a par exemple éco-geste, c'est un geste responsable envers l'environnement. Les éco-gestes, c'est par exemple ne pas jeter les déchets dans les caniveaux, c'est un éco-geste. Ok. Il y a un forum à l'UNIKIN. Il y a un forum à l'UNIKIN le lundi et le mardi sur la biodiversité. Pour ceux qui ont le temps, ils viennent. Pardon? Non, non. À l'UNIKIN, lundi et mardi. Monikoso, c'est la salle à côté des cliniques. Il y a une salle moderne, elle a été réhabilitée. Quand vous êtes aux cliniques universitaires, vous descendez comme si vous alliez à l'école de santé. Vous ne rentrez pas vers l'université, vous descendez comme si vous alliez à l'ISTEM. Vous êtes les cliniques, vraiment, cliniques universitaires, pas en bas, vraiment vous êtes aux cliniques. Après, il y a un auditoire là, qui est maintenant réhabilité. C'est là-bas. On va parler sur la biodiversité. Lundi et mardi, 9h. 9h jusqu'à tard. Pardon? Oui, vous viendrez après-midi. Il y a 2 vacations. Sauf pour ceux qui ont du boulot. Ok. Alors, lorsque vous entendez parler d'équipement individuel, équipement de protection individuelle, on l'appelle EPI. Équipement de protection individuelle, c'est tous les équipements qui permettent à ce que les travailleurs se protègent face aux risques professionnels. Ça s'appelle équipement de protection individuelle.
Quand vous êtes dans une entreprise, vous voyez les travailleurs porter des casques, des lunettes et tout ça. Tout ça, ça constitue des équipements de protection individuelle. Ok. On peut avancer. C'est quoi une éruption volcanique? Il y a éruption volcanique lorsque les laves des volcans sortent de la terre et viennent à la surface. C'est ça l'éruption. Ok. Le volcanisme est différent de l'éruption volcanique. Par exemple, maintenant là, l'activité volcanique au niveau de Virunga existe. Ok. Ça existe. D'ailleurs, quand vous êtes à Goma, ceux qui ont déjà passé des jours à Goma, vous voyez même le feu sur la... C'est une longue montagne. Hein? Vous voyez le feu. Hein? Vous voyez, s'il y a du feu, jaune, vous voyez de loin. Mais ce n'est pas une éruption volcanique. Non, non. L'activité volcanique est là. Ça dit les larves existent, mais c'est à l'intérieur. Il arrive maintenant des temps où la larve quitte le cratère, le trou là, pour sortir dehors. C'est à ce moment-là qu'on appelle éruption volcanique. Ouverte. Ouverte. La fois prochaine, quand on viendra pour une séance de clôture, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est un miracle de Dieu. Et quand vous êtes avec un hélicoptère, vous voyez la larve, là, la boule en feu, vous voyez. Non, les droits de l'homme, il y a un problème de droits de l'homme. On a accepté, on a adhéré à des conventions internationales. C'est ainsi qu'on ne tue même pas. Même avec les phénomènes anti-boulons, quand on tue les boulons, ça marche. Oui, c'est parce qu'il y a toutes ces organisations de droits de l'homme qui s'élèvent. Oui, mais maintenant le droit a ses principes. Vous parlez en tant que population simple. Mais le droit a des principes à respecter. On peut te condamner aujourd'hui à la peine de mort, mais on ne te tuera pas. On ne te tuera pas. Parce que le Congo a ratifié la convention pour l'abolition de la peine de mort. D'ailleurs, je pense que c'est déjà aboli ou bien c'est en voie. On doit abolir, on ne doit plus condamner. Les gens seront condamnés à perpétuité. Les travaux forcés et tout ça. D'ailleurs, même les travaux forcés sont en voie d'être oubliés. Mais bizarrement, les États-Unis continuent à tuer. Peine de mort, vous êtes tués. Oui. Et on tue différemment. Il y a ceux qu'on injecte un produit toxique qui dorment et puis ils partent. Hein, c'est ce qu'on dit. On a exécuté cette année autant, oui, eux ils exécutent. Mais pourquoi ici chez nous les gens ont été pressés? Parce que ça allait être des rendements des comptes. C'est ainsi qu'on a refusé. Là-bas d'ailleurs, il y a des gens qui sont condamnés mais qui sont exécutés 30 ans après. C'est la justice vérifie si réellement la condamnation elle est fondée. 30 ans, 35 ans, vous êtes en prison dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, mais on ne vous tue pas. Il faut que la justice soit sûre totalement que oui, ce monsieur ici, il doit être condamné, et là on vous tue, on vous exécute. Et il doit être exécuté. Je voyais un qui a fait 39 ans, il a été exécuté en 2022, mais il a été condamné vers les 1980 et autres. C'est en 2022 qu'il a été exécuté. Donc là, la justice est sûre qu'il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur. Parce qu'on a vu des gens condamnés à mort, on les exécute, après on se rend compte que il y avait des erreurs dans les éléments du dossier, tout ça. Oui, c'est ainsi qu'on prend. J'ai dit ici, on n'exécute plus 5 ans, non. Vraiment, quand vous voyez quelqu'un exécuté pendant 5 ans, c'est une flagrance, il n'y a pas de doute. Mais cette histoire, on a trouvé dans ton véhicule un cadavre, ça, 30 ans, 40 ans, on réfléchit. Oui. Alors, il y a un autre terme, la gestion intégrée. La gestion intégrée. La gestion intégrée.
Quand on parle de gestion intégrée, c'est une gestion. La gestion intégrée est une gestion. On peut aller. La gestion intégrée est une gestion qui implique toutes les parties prenantes. C'est une gestion qui implique toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, si on doit gérer les déchets de manière intégrée dans la commune d'Ndjili, il faut qu'il y ait des autorités, oui, il faut qu'il y ait les représentants de la population. Et quand on prend les représentants de la population, on prend les représentants de toutes les catégories de la population. Il faut qu'il y ait et toutes les catégories, c'est-à-dire et les aveugles, et les personnes vivant avec handicap, leurs représentants. Les enfants, leurs représentants, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait ceux qui produisent, c'est-à-dire les vendeurs et tout ça. Ainsi, on crée une gestion intégrée. Et quand je dis ici gestion intégrée, quand on vous dit par exemple un développement intégré, c'est ça le développement intégré. Hein, tout ce qui est intégré dans le domaine de l'environnement, c'est ce qui implique tout le monde. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de ces programmes qui excluaient certaines parties et qui n'aboutissaient pas à cause de l'absence d'une ou des deux parties. D'où actuellement ce qui est recommandé, c'est que ça soit intégré. On peut avancer. Les normes, on avait parlé autrefois. Les normes, ce sont des règles, ce sont des valeurs maximales et minimales par rapport à certains aspects, s'il faut dire ainsi. Une installation classée, c'est toute installation qui présente un danger pour l'environnement. On les appelle les installations classées. Toute installation, usine, maison, église, je ne sais pas moi, entreprise, qui représente un danger pour l'environnement est une installation classée. Ok. Et les installations classées sont soumises à des restrictions par rapport à leur gestion. Tout ce qui est durable en environnement, développement durable, production durable, agriculture durable et tout ça, c'est toute action qui intègre 4 piliers. Quand vous entendez durable, partout où vous entendrez durable, c'est-à-dire ça intègre 4 piliers. On peut aller. 4 piliers à savoir l'économie, l'écologie, le social et le culturel. 4. Économie, écologie, le social et le culturel. Le social et le culturel. C'est-à-dire, lorsqu'un développement est durable, c'est un développement. Un développement est durable, c'est un développement qui tient en compte. C'est un développement qui tient en compte, qui n'a pas d'impact négatif sur le social, qui n'a pas d'impact négatif sur l'économie, qui n'a pas d'impact négatif sur la culture, qui n'a pas d'impact négatif sur l'écologie. On comprend, non? Je donne un exemple. On ne peut pas construire une route lorsque cette route-là coupe un peuple en deux, alors que c'est un peuple qui est censé vivre ensemble. Même si cette route va ramener des milliards, cette route-là n'est pas un projet durable. Parce que les cultures des gens sont entamées négativement. Vous comprenez? Quand on dit développement durable, c'est un développement qui observe l'évolution de l'économie, l'évolution de l'écologie, l'évolution du social, l'évolution de la culture.
pourquoi on disait que la Coupe du Monde 2022 n'a pas été durable? Parce que ceux qui ont travaillé n'ont pas travaillé dans de bonnes conditions. Même si les infrastructures étaient extraordinaires. Mais on a dit non, on prenait les Éthiopiens, les Africains, les Érythréens qui allaient travailler à Qatar. On a dit non, c'est pas durable. Ok? Voilà. Ok. Alors, on avance. Voilà, c'est la même chose. Quartier durable. C'est-à-dire les quartiers durables, ce sont des quartiers où les conditions sociales, les conditions économiques, les conditions culturelles et les conditions écologiques sont meilleures. C'est ça, un quartier durable. Et au Congo, on n'a pas encore de quartiers durables. Pardon? Combien de quartiers durables? Les quartiers durables, c'est là où on a de l'énergie propre. Pas des groupes électrogènes. C'est là où on gère correctement les déchets. C'est là où les gens se retrouvent pour échanger sur l'évolution de leur quartier. Pas les bougoumets s'appelaient, non. Chaque quartier se retrouve, par exemple, chaque dimanche soir. Ça se faisait quand vous étiez encore jeune. C'est ça durable. Le Congo n'a aucun quartier durable. On n'a même pas de quartiers qui sont en voie d'être durables. On n'a même pas. On n'a même pas. C'est ainsi que vous voyez des blancs qui viennent, qui achètent maintenant des concessions. C'est pour tenter de faire, et on risque de voir un jour des villages durables se créer. Oui. Ce qui est vrai, il y a un village, Sianfumu, au niveau de Mwanda, qu'on pense être durable. C'est-à-dire les Blancs ont financé, comme c'est dans la mangrove, qui est une aire protégée, ils ont financé et tout ça. Est-ce que ça a continué? Je ne sais pas. Alors, j'avais expliqué ici les systèmes industriels linéaires et les systèmes industriels circulaires. Les systèmes circulaires, c'est un système qui recycle les déchets. Les systèmes linéaires, c'est un système où on fait entrer les matières premières et puis les déchets sont abandonnés. Les anciens systèmes industriels, c'était des systèmes linéaires. Ok? Mais je voulais finir, voilà. Je vais aller jusqu'au bout et finir avec cette différence-là, pour vous dire pourquoi est-ce qu'on nous distrait. La télégouvernance, quand en environnement vous entendez parler de la télégouvernance, c'est le fait que dans les pays faibles, les décisions sont dictées par l'étranger. Est-ce qu'on a compris? Les pays qui sont télégouvernés sont des pays qui ne se développent pas. Avant de construire une route, il faut demander à la Banque mondiale, est-ce qu'on peut construire? C'est ça la télégouvernance. Oui, c'est ça la télégouvernance. Parce que nous, on est télégouvernés. Et environnementalement parlant, toute société télégouvernée ne se développe pas. Oui, ici au Congo, vous ne pouvez rien faire sans être contrôlé par les FMI, la Banque mondiale et tout ça. C'est eux qui vous disent ça, oui, vous devez le faire. Ça, même les salaires. Oui, c'est ça la télégouvernance. Et ils ont mis ces systèmes, c'est pas pour des raisons vaines, non. Ils comprenaient que si on les laisse, le contrôle nous échappe. Même vos richesses, vos ressources, pour les vendre, il faut que tel approuve, il faut que tel fasse ceci. C'est ça la réalité. On est télégouverné et on est faible. Ville durable. Je venais de dire de durable ici. On vient d'expliquer durable. Tu as oublié. Alors, on avait étudié l'aménagement. Dans l'aménagement et l'urbanisation, il y a une notion que j'avais mise à la fin, c'est la notion de zonage. Pour mieux gérer la ville, dans les grandes villes, on crée des zones. Hein? Ça, vous allez comprendre.
Tout le monde, on connaît Salongo, non? Le quartier Léopard. Le quartier Léopard. Quand vous allez vers rond-point Mazo, il y a une montagne là. Ce quartier-là, quand Mobutu l'a aménagé et urbanisé, c'était des maisons de quel genre? C'est des maisons basses, il n'y avait pas de maisons en étage. Mais quand vous venez à Terminus, les camps des étudiants sont des maisons en étage. C'est-à-dire, c'est ça le zonage. Telle zone, on n'aura que des maisons basses. Telle zone, on n'aura que des maisons en étage. Telle zone, on aura des parcelles, on va vendre. La plus petite parcelle, c'est 40 sur 40. Il y a des zones comme ça. Pardon? Mais quand moi j'ai dit que le Congolais n'est pas intelligent, il y a certains qui me regardent qui pensent que j'ai menti. Par exemple, là c'est simple. Salongo, c'était des maisons basses. Partout, tout Salongo, il n'y avait pas de maisons en étage. Rigini, c'était des grandes parcelles, ok, où on était obligé, si vous voulez aller en hauteur, c'est seulement la véranda. Et vous allez la placer là où vous ne dérangerez pas l'autre. C'est ça Rigini. Rigini n'avait pas une parcelle de 25 sur 10, jamais. Les parcelles de Rigini, c'est seulement 40 sur 50. C'est ainsi que ces gens-là avaient des parcelles à la folie. Là, c'est je ne sais pas moi, les jardins. Ici, c'est les poulaillers. C'est ça, Rigini. Ce sont les enfants maintenant de ceux qui ont eu ces parcelles-là, lorsqu'ils sont arrivés, ils commencent à vendre, à morceler et tout ça. Et comme l'État n'est pas intelligent, bon. La justice sociale distributive, j'avais expliqué. D'ailleurs, ce jour-là, je me souviens, je me suis même énervé. Il faut une répartition équitable des revenus du pays. C'est ça la justice sociale distributive. On doit redistribuer équitablement, pas également. L'égalité, c'est qu'on a les mêmes montants. Équitablement, c'est-à-dire chacun selon ce qui correspond à son travail et à ses besoins. C'est ça la justice sociale distributive. Éco-conception. Éco, encore, ça revient. Une conception écologique. Ok? Anthropique, j'avais expliqué. Et anthropique, ce qui est dû à l'homme. Activité anthropique, activité humaine. Déchets anthropiques, déchets humains. C'est ça la logique. Le développement durable. On comprend le durable, non? Avec les 4 piliers. Et l'économie verte que j'avais expliqué. Alors, pour finir, pour aujourd'hui, et la fois prochaine, on viendra juste évoquer les défis. Je vais demander au cordon de vous conscientiser afin que chacun prépare les zones où il a eu des difficultés de compréhension. Sinon, moi je viendrai, je vais perdre mon temps. Chaque jour quand j'écris, je rentre, j'ai mal là-bas. Alors quand on a mal à la gorge et que les gens n'ont pas compris, ça dit on est venu perdre notre temps. On veut demain qu'on nous dise, ah, tel sensibilise dans son quartier, tel est à l'église. Je vous encourage déjà, Miala, je pense que c'est Miala, de ce que vous faites. Il y a des activités déjà, ils sensibilisent à l'église. Mais vous êtes responsable de l'écodim. Sensibilisez vos enfants à l'écodim. Les dimanches, quand vous venez, hier soir, Mataki, oui, ça les enfants connaissent déjà, Mataki. Mais pour moi, il faut vivre encore là comme un coco. Et pour ça, il faut un bel environnement. Et ça, c'est votre devoir. Réservez 5 minutes de leur parler de l'environnement. Ne restons pas seulement, oh Jésus a multiplié les pains. Oui, ça c'est longtemps. Alors, j'ai fini par... Je reviens à la page, là où il y a la télégouvernance. On est là. Je commence par un terme, la loi de Murphy. En environnement, je vais expliquer. J'explique 3 termes et puis on s'arrête. Loi de Murphy. Écrivez la loi de Murphy. La loi de Murphy. La loi de Murphy stipule ceci. À chaque problème de l'environnement, il existe une solution qui constitue un nouveau problème. On a compris? À chaque problème de l'environnement, il existe une solution
Ok. Il existe une solution qui constitue en elle-même un autre problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution 100% correcte en environnement. On a compris? Est-ce qu'on a compris? Il ne faut pas chercher des solutions 1000% correctes, des solutions sans faille, ça n'existe pas. Toute solution de l'environnement a des points positifs et des points négatifs. Il revient à la personne qui propose la solution de voir laquelle a moins de conséquences négatives. On comprend la loi de Murphy. Vous n'avez pas l'argent, brûlez vos déchets au lieu de les déverser dans les caniveaux. Pourquoi? Parce qu'entre brûler les déchets et les déverser dans les caniveaux, c'est mieux de brûler, on est d'accord? On est d'accord. Je ne dis pas que brûler c'est bien, mais là chez nous, il n'y a personne qui vient récupérer les déchets. Enterrez-les au lieu de les déverser dans les caniveaux. Enterrer c'est bien, non, enterrer c'est aussi mauvais. Parce qu'on va enterrer et les plastiques et tout ça, ça va rendre le sol imperméable et tout ça. Mais au lieu de déverser dans les caniveaux, la solution la moins dangereuse, c'est enterrer. On comprend la loi de Murphy? Je pense que c'est clair, hein? Bougoumès, érosion. Oui, si le Bougoumès ne sait pas où jeter les déchets, c'est mieux qu'il aille déverser dans l'érosion. Si c'est la solution la moins dangereuse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution à 100% correcte en environnement lorsqu'on veut gérer l'environnement. C'est clair. Alors, il y a une différence fondamentale entre un projet de développement et un projet social. C'est là où on va s'arrêter pour vous expliquer comment est-ce que certaines personnes nous distraient. Il y a une différence entre un projet social et un projet de développement. C'est clair, non? Le projet de développement, c'est tout projet qui apporte le développement dans la contrée concernée, qui apporte un progrès durable. C'est un projet de développement. Je vais donner des exemples. Tandis que les projets sociaux trouvent solution à un aspect de la société. Ça, c'est un projet social. Construire une route n'est pas un projet de développement. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Quand on dort, on se réveille, on construit une route. Ce n'est pas un projet de développement. Pas du tout. Construire une école, ce n'est pas un projet de développement. C'est clair. Construire un hôpital, ce n'est pas un projet de développement. La gratuité de l'enseignement n'est pas un projet de développement. Les 5 chantiers, pas un projet de développement. Ce sont des projets sociaux. Voici maintenant un projet de développement. On veut développer Ndjili Brasserie. Tous on connaît Ndjili Brasserie, non? Ok. Dans ce développement Ndjili Brasserie, qu'est-ce qu'il faut? Ndjili Brasserie, c'est un coin où s'effectue l'agriculture. C'est bon? Ndjili Brasserie, on fait de l'agriculture. Ok. Pour développer l'agriculture de Ndjili Brasserie, il faut que Ndjili Brasserie produise des produits agricoles spéciaux. Ndjili Brasserie devient le siège de la production des légumes bio. On ne comprend pas légumes bio, non? Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques et tout ça. On n'est pas encore dans un projet de développement. C'est clair? On va former tous les maraîchers de Ndjili Brasserie. Comment il faut produire des légumes bio? Pour que les légumes soient bio, il faut avoir quoi? Il faut avoir de l'engrais organique. On va récolter tous les déchets organiques qui iront où à Ndjili Brasserie. On va produire les composts. C'est bon. Le même programme là de développement ou le plan de développement va réhabiliter la route. C'est clair. Ndjili Brasserie devient le siège où on va manger chaque samedi des légumes bio préparés. On a des restaurants bio. On a compris? C'est dans le même truc.
il y a une école de production biologique de Kinshasa. Tous ceux qui veulent étudier comment produire bio, Djily Brasserie. Mais la personne qui a une Djily Brasserie, si elle n'a pas un marché, qui saura que les légumes sont bio? On a des points de vente dans la ville de Kinshasa, Mongafula, où on vend des produits qui viennent d'où? De Djily Brasserie. On comprend un projet de développement. C'est-à-dire la personne qui a une Djily Brasserie n'a même pas besoin d'arriver à Gombe. Elle produit ses légumes en Djily Brasserie. Il y a des camions qui sont prévus dans le même programme, dans le même plan de développement, qui vont prendre les légumes, qui les partagent. C'est-à-dire moi je suis en Djily Brasserie. Je sais que lorsque j'ai produit 100 kg de matembele bio, j'aurai combien? Autant. Est-ce que j'ai besoin de venir ici? Je vais dans... Voilà, moi j'ai produit 50 kg. Donc on me fait la facture. Je rentre. Après 2 jours, je passe, on me donne mon argent. On comprend les projets de développement. Ainsi, quelqu'un qui a une Djily Brasserie peut faire une planification de ses entrées. Il sait que si j'ai autant de plates-bandes, j'aurai autant d'argent, je peux envoyer mon enfant en Europe. Parce que l'argent est là et la possibilité du marché est là. On comprend un projet de développement. Alors tout ce qu'on nous distrait là, on a fait les ponts et tout ça, ce sont des projets sociaux qui ne changeront en rien. Gratuité de la maternité, mais oui, qui va nourrir ses enfants? Parce que vous avez dit que bon, Bakobota a fait très bien, mais qu'on lie à moi. Gratuité de l'enseignement, très bien, mais après, s'il n'y a pas du boulot, ce monsieur-là qui est licencié, il fait quoi? Ça apporte, on comprend. C'est-à-dire, le développement n'est même plus un projet, le développement devient un plan, ce qu'on appelle un plan programme. Il y a plusieurs projets en soi, mais des projets qui sont interconnectés et structurés pour un seul objectif, développer la contrée. Et le développement, ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas l'individu. Moi, je suis millionnaire, le Congo s'est développé. Non, non, le développement, c'est la communauté. C'est lorsque la communauté progresse qu'on se développe. C'est le jour où chaque Congolais saura manger, épargner, scolariser ses enfants, nourrir ses enfants et tout ça, et épargner, qu'il va commencer à se développer. Ok? Chacun dans l'activité qu'il fait. Pas tous qu'on devienne politicien, non, non. Chacun là où il se retrouve. C'est bon? Voilà. Donc, la prochaine séance qui est un bonus, je viendrai donc parler de certains problèmes majeurs, comme je l'ai intitulé là à la fin, les défis environnementaux actuels. La plupart des défis, on en a parlé, les changements climatiques et tout ça. Et après, on va donner une idée de ce que c'est la communication environnementale chez nous, les environnementalistes. Et on va s'arrêter s'il y a des questions.